Une petite histoire de guerre, chapitre 10. L'amiral a fait bouillir de l'eau dans une toute petite bouilloire et nous nous sommes brossés les dents. Puis nous avons eu notre boisson du matin, c'est-à-dire que l'amiral a trempé un sachet de thé à tour de rôle dans nos gobelets. C'est lui qui faisait la loi. Nous devions quitter vite le terrain de jeu parce que le parc avait une police spéciale qui aimait bien passer par là à 9 heures du matin et mettre les menottes à tout clochard qu'elle pouvait trouver. Nous avons ramassé notre attirail pour courir nous cacher dans le bois. L'amiral connaissait par cœur les horaires de chaque policier. Il pouvait nous rendre invisibles s'il le fallait. Il nous a conduits dans une caverne sous les anciens bains-douches de Riverside Park. On les avait fermés parce qu'ils consommaient trop d'eau. Nous pouvions rester là jusqu'à midi, heure à laquelle les policiers allaient déjeuner. Ils ne reviendraient plus ensuite. L'après-midi, ils dormaient ou patrouillaient de l'autre côté du parc. L'amiral nous racontait des histoires pendant que nous restions assis dans le noir. Pas des choses inventées par lui, mais des faits réels, tirés de sa propre vie. Il avait été détective et cow-boy et joueur professionnel dans toutes les grandes capitales d'Europe. Avez-vous jamais joué en Allemagne, amiral, à Berlin ? Oui, il fallait absolument que je lui pose la question. Vous avez rencontré Adolf Hitler ? Oui, mais il n'était pas encore dictateur à l'époque. C'était un agitateur en chemise déchirée. Il se peignait la moustache de façon qu'elle brille. Il avait des trous à ses semelles, son cou était sale. Nous étions dans un petit café. Il camouflait les déchirures de sa veste de cuir avec du cirage. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai payé un café et une part de strudel. C'est un gâteau allemand. Il ressemblait à un petit moine aux yeux fous. Pardon, amiral, a dit Robert. Mais êtes-vous sûr que c'était le vrai Hitler ? Je vais dire, il devait avoir des sosies, quoi. C'était Hitler, a dit l'amiral. J'ai vu et revu ce visage au cinéma dans La Marche du Temps. Amiral, j'ai entendu dire qu'il avait engagé un double et l'envoyé dans les rues de Berlin pour s'asseoir dans des cafés et soutirer des parts de strudel aux joueurs étrangers. J'ai entendu le bruit d'une gifle dans le noir. Robert s'est mis à pleurer. Mais c'est possible, non, Staline a un sosie, alors pourquoi pas Adolf Hitler ? Parce qu'il n'aurait pas pu se le payer. Il devait dépenser son argent à acheter du cirage. Ferme-la ! Et nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que l'amiral dise « Mes enfants, il est midi, c'est l'heure de partir. » J'ai honte de le reconnaître, mais au bout d'une journée avec l'amiral, je n'avais plus d'autre vie. Je n'oubliais pas maman, mais je pensais toujours à Battant, mais le monde hors de Riverside Park s'est fondu dans le décor. J'avais mon carton, ma couverture et ma boîte de conserve. J'étais Mr. Dalton, ami, copain de Robert, de l'élan et de l'amiral. J'apprenais aussi vite que je pouvais. Je faisais cuire mes pommes de terre tout seul dans une boîte en fer. J'étais capable de fermer les yeux et de dormir 2 secondes au milieu d'un marais. Mais même au bout d'1 million d'années, je n'aurais jamais été capable de frotter la tête d'une allumette et de faire surgir une superbe plume rouge comme le faisait l'amiral. C'était un génie. Pourtant, même lui ne pouvait pas transformer l'eau en herbe et l'herbe en argent. Il était obligé de voler. Être clochard n'est pas aussi bon marché qu'on peut le penser. Nous avions des dépenses fixes, comme aimait à le dire l'amiral. Les hot dogs, les pommes de terre, les cigarettes, les tablettes de chocolat et les petits pois, parce qu'il fallait bien que nous mangions aussi des légumes. Et le New York Times, que l'amiral tenait entre ses 2 poings comme un objet précieux. Il en savait autant sur les affaires du monde que Mr. Franklin. Mr. Dalton, il n'y a pas un seul journal sur la planète qui égale le New York Times. C'est un don de Dieu. Ah, à voir avec Dieu, marmonna Robert. Et ne me demandez pas de vous dire pardon, un journal, c'est un journal à rien d'autre. Il donne des nouvelles, il y a des photos, une rubrique société. Il annonce qui est né et qui est mort. Bon. La ferme, a dit l'amiral. Je ne pourrais pas vivre sans le New York Times. Je serais qu'un clochard de plus dans le Riverside Park sans lui. Tandis qu'avec, je peux aller en Inde tous les matins, étudier la situation à Singapour,
et abattant. Je n'oublie pas votre père, Mr. Dalton. Il était capable de réciter toute l'histoire de Bataan et de Manila Bay, comme comment Fernand de Magellan avait découvert les Philippines en 1521 et décidé qu'elles faisaient partie du Nouveau Monde, et comment les Philippins n'aimaient pas avoir été découverts et avaient tué Magellan, comment les Espagnols avaient conquis les Philippins en 1564, comment les Américains avaient expulsé les Espagnols après la guerre hispano-américaine, comment les Japonais s'étaient glissés sur les îles à la faveur d'une série d'attaques furtives et en avaient fait partir le général MacArthur. C'était un merveilleux portrait des Philippines et de Bataan, et je comprenais que ce clochard qui adorait le New York Times était le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Il sortait du parc en courant vers 1 heure du matin, pendant que nous dormions, et prenait son journal dans une camionnette de livraison. Et il le lisait toute la nuit, tournant les pages dans le noir, en alerte au moindre bruit, parce que cela aurait été fatal pour nous que nos ennemis nous retrouvent. Nous avons vécu sur l'argent de maman un après-midi. Puis l'amiral a dû revenir à ses petites habitudes, c'est-à-dire aller voler les boutiques disséminées dans l'Oak Park. Il faisait sauter les verrous à main nue et volait de petites quantités de nourriture. « Amiral, prenez-en plus, prenez tout !» pleurnichait l'élan en contemplant les hautes piles de paquets de saucisses, de cartons de cigarettes et de boîtes de bonbons. Mais l'amiral était bien plus sage que l'élan. Il savait parfaitement quelle dose de chapardage les marchands toléreraient avant d'aller se plaindre à la police ou aux patriotes. Nous ne pouvions pas nous procurer nos pommes de terre et nos petits pois dans cette petite boutique-là. Il fallait aller chercher dans des jardins, les jardins de la Victoire, que les épouses de soldats avaient plantés dans Riverside Park. Maman était épouse de soldat, mais elle n'avait pas le temps de s'occuper de son jardin. Elle respirait de la poussière de soie 6 jours sur 7. C'était Eleanor Roosevelt, la femme du président, qui avait créé les épouses de soldats. Les républicains n'aimaient pas Mrs. Roosevelt. Ils disaient qu'elle avait un visage chevalin. Moi, ça m'était égal. Elle avait en ce cas le plus gentil visage chevalin du monde. Les jardins des épouses de soldats se trouvaient en haut de la petite colline près de Riverside Drive. Nous allions y rôder juste avant la tombée de la nuit, quand plus aucune épouse ne risquait d'y être. Il y avait bien un gardien, mais c'était un fainéant qui aimait dormir son chapeau sur les yeux. Robert rampait sous la clôture en fil de fer pendant que nous faisions le guet. Il arrachait des petits pois et déterrait des pommes de terre, les enfournait dans un petit sac en papier que l'amiral préparait avec des pages de New York Times, puis revenait en rampant jusqu'à nous. C'était ce genre de chapardage qui mettait les patriotes très en colère, et ils avaient juré de nous le faire payer. Je ne comprenais toujours pas pourquoi. C'est qui les patriotes, amiral? Des hommes ou des petits garçons? Ah, difficile à dire. Ils portent des masques, mais ne t'inquiète pas, tu les verras bien assez tôt. Tout ce que j'ai vu, c'est une femme qui entrait dans le jardin. Elle ne ressemblait pas vraiment à un ou une patriote. Elle tenait une bêche à la main et a commencé à creuser. J'ai reconnu son visage. C'était la maman d'Arturo. Je me suis senti heureux et triste en même temps. Elle aurait pu périr dans l'incendie, mais alors et les autres, Mr. Fink et Arturo et Morissette, Barnaby Rosenstock, le maître d'hôtel et le reste de la classe. Supposer que je les ai tués. Un incendiaire doit assumer la pleine responsabilité de ses actes. J'ai commencé à crier le nom de Mrs. Fink, mais l'amiral a posé sa main sur ma bouche. Encore un faux pas, Mr. Dalton, et vous en subirez les conséquences. Quand il a ôté sa main, j'ai chuchoté. C'est Mrs. Fink, elle fait partie de cette histoire d'incendie que j'ai allumée. Je voulais lui demander. Ça suffit, dit Mr. Dalton. Un véritable incendiaire aurait plus de contrôle de lui-même. Il ne deviendrait pas sentimental en pensant à ce qu'il a fait. Cette femme peut nous dénoncer. Elle peut représenter un risque pour notre santé. Oui, amiral. Vous avez raison, amiral. Il s'est éloigné des jardins de la Victoire et je l'ai suivi.